Je suis Jason. J'ai 22 ans. Et le jour de ma remise de diplôme, toute ma famille a séché la cérémonie pour diffuser en direct leurs vacances de luxe, un voyage pour célébrer mon frère jumeau. Avant de vous raconter comment un simple coup de téléphone a révélé une trahison de 340 000 $ et a fait s'effondrer leur monde, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. La matinée a commencé avec une sorte d'espoir nerveux qui ressemblait à des papillons dans mon ventre. Je me suis réveillé avant mon réveil, la lumière du soleil filtrant déjà à travers les stores de mon petit appartement hors campus. C'était le jour, la ligne d'arrivée. J'ai soigneusement repassé ma seule bonne chemise habillée, en m'assurant que le col était parfait. J'ai disposé les cadeaux de remerciement que je leur avais achetés sur mon petit bureau. Pour mon père, Robert, un épais livre relié en cuir sur l'histoire de l'architecture, un clin d'œil à sa propre carrière de promoteur immobilier. Pour ma mère, Hélène, un élégant stylo plume parce qu'elle a toujours dit qu'elle aimait écrire des lettres. Ce n'était que de petits cadeaux, mais c'était tout ce que je pouvais me permettre, et ils étaient remplis de 4 années de gratitude que j'étais désespéré d'exprimer. Je me suis tenu devant le miroir, ajustant la cravate que je portais rarement. J'ai imaginé le moment où mon père me verrait en toge et en mortier. Je l'ai imaginé me donnant ce rare signe d'approbation, peut-être même en me tapotant l'épaule et en disant « Tu l'as fait, mon fils ». J'ai imaginé ma mère versant des larmes comme j'avais vu d'autres mères le faire. Je ne demandais pas un défilé. Je demandais juste un moment. Un moment où je me sentais vu. C'est cet espoir qui m'a conduit au stade. C'était un après-midi de mai parfait, le genre de journée qui ressemble à une promesse. L'air était lourd de l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et du bourdonnement électrique de milliers d'avenirs sur le point de commencer. Ma toge de remise des diplômes était lourde, un poids symbolique rêche pour lequel j'avais travaillé de longues et dures années pour l'obtenir. Je suis arrivé 1 heure en avance, j'ai trouvé l'endroit parfait dans les gradins, juste à côté de l'allée, et j'ai disposé 4 panneaux plastifiés sur 4 chaises métalliques ensoleillées et vides. Papa, Marc, tante Carole, je les avais appelés la veille au soir. La cérémonie commence à 14 h, mais vous devriez probablement arriver vers 13 h pour avoir de bonnes places, avais-je dit, ma voix étranglée par l'excitation. Nous serons là, mon chéri. Nous ne manquerions ça pour rien au monde, avait gazouillé ma mère, sa voix un peu distante. Mon père a été plus direct. Envoie-moi un texto quand tu nous verras. Nous te trouverons. Mon frère jumeau, Marc, qui avait obtenu son diplôme d'une autre université une semaine plus tôt, a juste ri. Mec, je viens de faire ça. Astuce de pro, essaie de ne pas trébucher sur scène. Ça fait mauvais genre. Alors, j'ai attendu. J'ai regardé les autres familles arriver, une mère vibrante de visage souriant et de flashs d'appareils photo. Des pères qui ressemblaient à mon père tapaient dans le dos de leur fils. Des mères qui ressemblaient à ma mère redressaient les mortiers de leurs enfants et essuyaient des larmes de fierté. Je les ai tous regardés, spectateurs d'une joie qui semblait universelle, mais complètement hors de ma portée. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, mon pouce planant au-dessus de leur nom dans mes contacts. Pas de texto, pas d'appel. L'horloge a dépassé 13 h, puis 13 h 30. À chaque minute qui passait, le nœud dans mon estomac se resserrait. À 13 h 45, c'était comme une pierre froide et lourde. Le cortège a commencé. La musique d'orgue a enflé. J'ai dû quitter les chaises vides et rejoindre la mer de toge noire. J'ai marché avec mes camarades de classe sur le terrain, la tête sur le qui-vive, mes yeux scannant désespérément les gradins bondés à la recherche d'un visage familier. Un signe de la main, n'importe quoi. Il n'y avait rien, juste un flou d'étranger, tout cela pour quelqu'un d'autre. L'étudiante annoncée avant moi s'appelait Sarah Jenkins. Quand son nom a été prononcé, une grande partie de la foule a éclaté. Klaxons, applaudissements, des gens criant « C'est notre fille ». J'ai vu un homme qui devait être son père se frapper la poitrine avec fierté. J'ai ressenti une pointe d'envie si vive qu'elle m'a presque coupé le souffle. Puis vint mon tour. Jason Carter, summa cum laude. Mon nom a résonné dans l'immense stade. L'honneur, le plus élevé que l'on puisse atteindre, semblait vide. J'ai traversé la scène, mes pas semblant lourds et bruyants dans le calme soudain. J'ai serré la main du doyen. J'ai accepté le diplôme, le papier lisse, un contraste saisissant avec la toge rêche. Les applaudissements étaient polis, génériques, un rugissement lointain pour un étranger. De la section où ma famille était censée être, il n'y avait qu'un silence caverneux. À ce moment-là, entouré de milliers de personnes, je ne m'étais jamais senti aussi seul.
Je ne me sentais pas seulement oublié. Je me sentais comme un fantôme à ma propre célébration. Après la cérémonie, pendant que les autres étaient perdus dans une joyeuse tempête de câlins et de photos de famille, j'ai trouvé un banc tranquille sous un vieux chêne, loin de la foule. J'ai enlevé mon mortier et l'ai posé à côté de moi. L'humiliation brûlait sur mes joues. J'ai sorti mon téléphone, en pensant que j'allais peut-être les appeler. Peut-être qu'il y avait une bonne raison. Un pneu crevé, une urgence. Mon doigt planait au-dessus du nom de ma mère, mais je n'avais pas besoin d'appeler. Une notification est apparue. Un carré rouge avec un visage familier. Hélène Carter est en direct. Mon doigt a tremblé en appuyant dessus. L'écran s'est rempli d'une scène de sable blanc aveuglant et d'une eau turquoise incroyable. Ma mère tenait le téléphone en mode selfie, son visage bronzé et rayonnant, des lunettes de soleil perchées sur sa tête. Mon père était à côté d'elle, un cocktail à la main, souriant à la caméra. Et il y avait Marc faisant un signe de pouce levé depuis un jet ski traçant un sillage blanc dans l'eau bleue. Sa petite amie Tiffany hurlait de rire derrière lui. Ma tante Carole, la sœur de ma mère, saluait d'une chaise longue, un chapeau à large bord sur la tête. Les commentaires défilaient rapidement. OMG, ça a l'air incroyable. Vous le méritez les gars. Les meilleurs parents du monde. Puis j'ai vu la légende que ma mère avait tapée en bas de l'écran. Les mots ont eu l'effet d'un coup physique, me coupant le souffle. Nous célébrons la réussite de notre fils. Si fier de notre diplômé. Ils n'avaient pas seulement oublié. Ils n'avaient pas eu d'accident. Ils avaient choisi. Ils avaient choisi d'être en vacances de luxe, célébrant la remise de diplôme de mon frère de la semaine dernière, le jour même de la mienne. Ils célébraient leur fils, le bon fils. Ma gorge s'est serrée, ma vision s'est brouillée. C'était une déclaration publique diffusée à tous leurs amis et à toute leur famille que ma remise de diplôme, mes 4 années de travail, mon summa cum laude, mon existence entière était si insignifiante qu'elle ne valait même pas un texto. Ce n'était qu'un conflit d'emploi du temps gênant avec le tour de victoire en cours de mon frère. Alors que j'étais assis là, figé, le monde basculant sur son axe, mon téléphone a vibré à nouveau. Le flux en direct a disparu, remplacé par un appel entrant. C'était un nom qui avait toujours été une source de confort, un refuge sûr dans la tempête silencieuse de ma famille. Grand-père Henri, j'ai glissé pour répondre, essayant de forcer ma voix à paraître normale, pour cacher le fait que mon monde venait d'être brisé en 1 million de morceaux. Jason, mon garçon, félicitations. La voix de grand-père Henri était un son chaleureux et retentissant, un contraste saisissant avec la crainte froide qui s'était installée dans mes os. Pendant une seconde, j'ai ressenti une vague de soulagement. Il était la seule personne qui n'oubliait jamais. Il était mon point d'ancrage. Salut, grand-père. Merci, ai-je réussi à dire, mais ma voix s'est brisée sur le dernier mot, trahissant le calme que j'essayais de projeter. Je suis si fier de toi, mon fils, a-t-il continué, inconscient de mon tourment. J'ai appelé ton conseiller pédagogique la semaine dernière, Dr Sharma. Elle m'a dit que tu étais diplômé summa cum laude. Les plus grands honneurs, Jason. C'est incroyable. Une vraie réussite. As-tu reçu le cadeau que j'ai envoyé? Un petit quelque chose pour bien démarrer. Le cadeau, ai-je demandé, mon esprit toujours bloqué sur l'image de ma famille sur cette plage. Juste un petit quelque chose, a-t-il dit joyeusement. Mais pendant qu'il parlait, mon esprit, comme déverrouillé par sa gentillesse, a commencé à remonter en arrière. J'ai réalisé avec une certitude écœurante que la cruauté d'aujourd'hui n'était pas un nouvel événement choquant. C'était la finale de saison prévisible et navrante d'une série qui avait duré toute ma vie. Le schéma était toujours le même. Mon esprit a sauté à mon 10e anniversaire. Nos anniversaires sont dans la même semaine, celui de Marc et le mien, et ils ont toujours été un sujet de contraste. Marc l'athlète, le papillon social, a eu la grande fête cette année-là. C'était dans la nouvelle arène de Lasertag, un endroit qui sentait l'ozone et la sueur d'adolescents. 20 de ses amis étaient là, une bande de garçons bruyants et chaotiques. Son cadeau principal était un nouveau VTT Trek étincelant avec des amortisseurs et 21 vitesses, une machine qui coûtait plus que notre facture d'épicerie mensuelle. Il l'a paradé dans la cour comme un roi montrant sa nouvelle monture. Ma célébration était un dîner tranquille en famille à la maison quelques jours plus tard. Mon cadeau était un magnifique ensemble relié de 20 volumes de l'encyclopédie mondiale. J'aime lire. Je le faisais vraiment. Mais même à 10 ans,
j'ai compris la différence flagrante de valeur et d'effort. J'ai vu l'étiquette de prix encore sur le vélo. 5 cents $. Mes encyclopédies étaient lourdes et vieilles. Quand mon père a vu mon visage peu enthousiaste, il m'a donné un coup de coude. Remercie ta mère, Jason. Ma mère, Hélène, s'est agenouillée à côté de moi. Sa voix un murmure doux et apaisant. C'est juste que Marc est plus un enfant d'extérieur. Chérie, tu es l'intelligent. Ça te va bien. Elle l'a présenté comme un compliment, une reconnaissance de mon intelligence unique. Mais cela ressemblait à une étiquette, une case. Il était le rigolo. J'étais le sérieux. Il a eu des expériences. J'ai eu des objets. C'était la première fois que je me sentais comme un lot de consolation. Les souvenirs revenaient de plus en plus vite maintenant. Mon esprit a sauté en avant jusqu'au lycée. La dernière année, c'était le jour le plus important de ma vie scolaire, la finale du championnat d'État de débat. J'étais le capitaine de l'équipe et nous nous étions battus pendant 5 tours pour y arriver. Il s'est avéré que cela tombait le même samedi que le dernier match de saison régulière de Marco Football. Ce n'était pas un match de barrage, pas un championnat. C'était un match insignifiant contre une équipe avec un palmarès négatif. Il n'y a pas eu de discussion dans notre maison. Pas de débat. Il était inévitable où mes parents seraient. Nous devons être là pour le match de fin d'année de Marc, a annoncé mon père au dîner une semaine avant. C'est important. Je me souviens avoir regardé ma mère, en espérant qu'elle plaiderait pour moi, mais elle a juste hoché la tête en signe d'accord. Bien sûr, mon chéri. Jason comprend. Je ne comprenais pas. Je me suis tenu sur cette scène dans un auditorium étouffant, le cœur battant, mon sujet étant ironiquement les responsabilités éthiques du leadership. J'ai présenté l'argument gagnant, ma voix résonnant d'une conviction que je ne ressentais pas à l'intérieur. Et quand ils ont annoncé mon nom comme champion d'État, j'ai regardé le public. D'un côté, la famille de mon adversaire a éclaté en applaudissements de soutien, même dans la défaite. De mon côté, il n'y avait qu'une seule personne que je connaissais. Ma conseillère pédagogique, Dr Anna Sharma. Elle avait été mon mentor pendant 4 ans, la seule enseignante qui a vu mon potentiel et m'a poussé. C'est elle qui s'est levée et a applaudi, un son solitaire et défiant dans la salle silencieuse. Après, elle m'a donné un câlin qui semblait plus parental que tout ce que j'avais ressenti de mes propres parents depuis des années. Ne laisse jamais personne te faire douter de ce moment, Jason, avait-elle dit, ses yeux voyant clair à travers le visage courageux que j'essayais d'afficher. Tu l'as mérité, chaque parcelle. Mes parents m'ont appelé plus tard ce soir-là. J'étais dans ma chambre, le trophée sur mon bureau me semblant froid et étranger. Nous avons gagné, a crié mon père au téléphone, avec les bruits d'un restaurant bondé en arrière-plan. Marc a très bien joué. 2 touchés. J'ai gagné aussi, papa, dis-je doucement. Je suis le champion d'État. Oh, c'est super, mon fils. Je savais que tu en étais capable, dit-il, sa voix distraite. Bref, on emmène Marc et l'équipe manger un steak pour fêter ça. On se reparle plus tard. Clic. J'étais tellement perdu dans le douloureux défilement des souvenirs que j'ai presque manqué ce que grand-père Henri disait maintenant. Sa voix me ramenant au banc sous le chêne, alors je me suis dit que cela devrait couvrir tes livres et toutes les dépenses supplémentaires. Te donner un peu de marge de manœuvre. J'ai cligné des yeux, essayant de dissiper le brouillard de ma tête. Désolé, grand-père. Que disais-tu à propos des dépenses? Le fonds d'études, Jason, a-t-il répété. Et maintenant, je pouvais entendre un léger soupçon de confusion dans sa voix. Les 5 000 $ par mois que j'envoie. J'espère que cela a été suffisant pour te permettre de t'en sortir sans trop t'inquiéter. Le monde s'est arrêté. Le bourdonnement des insectes, les cris lointains des autres diplômés, tout s'est estompé en un grondement sourd et rugissant dans mes oreilles. J'ai ressenti une étrange sensation de vertige, comme si le sol sous mes pieds avait soudainement disparu. Allocation, ma voix était un murmure étouffé. Quoi? Quelle allocation? J'ai secoué la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Grand-père, je n'ai jamais reçu d'allocation de ta part. Pas un sou. Le silence à l'autre bout du fil était absolu. C'était un silence lourd et profond qui s'était tiré pendant 5, puis 10 secondes. C'était si calme que j'ai pensé que l'appel avait été coupé. Puis je l'ai entendu prendre une respiration lente et délibérée.
Le genre de respiration qu'un homme prend avant d'annoncer une terrible nouvelle. Jason, dit-il, et sa voix avait complètement changé. La chaleur avait disparu, remplacée par quelque chose de froid et acéré, comme de l'acier aiguisé. Dis-moi exactement ce que tu veux dire. Tu veux dire que je n'ai jamais reçu d'argent, dis-je, mon cœur commençant à battre à un nouveau rythme terrifiant. Ma propre voix me semblait lointaine. Je travaille à temps partiel à la bibliothèque du campus 20 heures par semaine depuis ma 2e année juste pour payer mes livres et ma nourriture. Je pensais que toi et papa vous étiez brouillés à propos d'argent il y a des années. C'est ce qu'il m'a dit. Un autre souvenir, vif et aigu, m'a poignardé. C'était de ma première année juste après mon arrivée à l'université. J'étais dépassé par le coût des manuels obligatoires pour mon programme d'architecture, près de $1000. J'avais appelé à la maison stressé et gêné pour demander de l'aide. Mon père avait été dédaigneux, presque agacé. Tu as une bourse, non? Cela devrait le couvrir. Tu dois apprendre à gérer ton budget, Jason. Cette fois, tu apprends à te débrouiller seul. Ton frère ne nous demande rien. Et je l'ai cru. J'ai ressenti une bouffée de honte d'avoir demandé, d'être un fardeau. Alors, je me suis mis au travail. J'ai obtenu le poste à la bibliothèque, rangeant des livres dans les archives poussiéreuses jusqu'à minuit. J'ai appris à vivre avec des ramen instantanés et du café bon marché. Ma vie sociale était inexistante. Pendant que les autres étudiants partaient en week-end ou dînaient au restaurant, je travaillais. J'ai vu la vie de Marc à travers la lentille déformée des médias sociaux. Un voyage somptueux à Canquin avec Tiffany pendant les vacances de printemps. Une Mustang d'occasion d'apparence neuve pour son 21e anniversaire. Des places chères à des matchs de football professionnels. J'ai juste supposé qu'il était irresponsable, accumulant une montagne de dettes de cartes de crédit que mon père finirait par devoir renflouer avec colère. J'ai ressenti une étrange et suffisante sensation de supériorité, me disant que j'étais le responsable, celui qui construisait son caractère, celui qui comprenait la valeur $1. La vérité est que j'étais un idiot, un imbécile aveugle et confiant. Jason, tu m'écoutes? La voix de grand-père Henri était vive maintenant, perçant le brouillard de mon auto-accusation. Oui, grand-père, je suis là. Je veux que tu écoutes très attentivement. Quand toi et Marc êtes nés, j'ai créé un fonds de fiducie, un héritage pour mes petits-fils. Quand vous avez tous les deux commencé l'université, j'ai donné à ton père, en tant que fiduciaire, des instructions écrites spécifiques. J'ai demandé à la banque de virer $5000 à chacun de vous le premier de chaque mois. L'argent devait être déposé sur 2 sous-comptes distincts qu'il gérait. Un pour toi, un pour Marc. C'était pour tes frais d'université, ta nourriture, tes livres, ton logement. C'est $60 000 par an pour chacun de vous pendant 4 ans. Il fit une pause, laissant les chiffres s'imprégner. Mon esprit se démène, essayant de calculer, essayant de comprendre l'ampleur de la chose. C'est $240 000, Jason, dit-il, sa voix sombre, par jumeaux. Ma respiration s'est coupée. $250 000. C'était une somme si vaste qu'elle semblait une fantaisie. Toute une vie vécue avec un budget restreint a défilé devant mes yeux. Toutes les occasions manquées, tout le stress, toutes les inquiétudes. Tout cela avait été inutile. Tout cela avait été un mensonge. Mais il n'avait pas fini. Et pour ta remise de diplôme, a-t-il continué, sa voix maintenant dangereusement basse, une fureur maîtrisée, comme cadeau final du fonds de fiducie avant que tu ne prennes le contrôle total du principal, j'ai viré un cadeau il y a 2 semaines. $50 000 sur le compte de Jason Carter. Il fit une pause. Étage $50 000 sur le compte de Mark Carter. Cela fait $100 000 de plus au total. Je me suis penché en avant, mettant ma tête dans mes mains, le tissu rêche de ma toge de remise des diplômes me grattant le visage. Le diplôme sur le banc à côté de moi me sembla soudainement un morceau de papier sans valeur. Les chiffres étaient stupéfiants, incompréhensibles. $240 000 plus $50 000, $340 000 si on comptait le cadeau pour Marc, qui était sans doute déjà dépensé. Mon argent, mon fonds d'études, mon cadeau de remise de diplôme, mon héritage, et mes parents, ma propre mère et mon père, l'avaient pris. Tout. Les pièces du puzzle se sont toutes mises en place avec une finalité écœurante. Leur désinvolture, les leçons de mon père sur la budgétisation, le style de vie insouciant de Marc, les vacances de luxe, tout était financé par moi. Je n'étais pas seulement le fils oublié.
J'étais la banque familiale. Jason, dit grand-père Henri, sa voix me ramenant au présent infernal. Comme tu le sais, j'ai été avocat pendant 40 ans. Je me suis spécialisé dans la finance d'entreprise et la fraude. Je reconnais un complot criminel quand j'en vois un. Ce n'est pas juste un désaccord familial. C'est un grand vol. C'est un crime. Je me suis levé, le téléphone toujours fermement pressé contre mon oreille. Le sentiment d'être une victime, d'être invisible et impuissant, s'évaporait, brûlé par une rage froide et clarifiante. Mon chagrin se cristallisait en quelque chose de dur et tranchant. Je n'étais plus seulement un fils oublié. Je n'étais pas un cas de charité. J'étais un créancier, et il était temps de recouvrer. J'ai conduit de la cérémonie de remise des diplômes à la maison dans une fureur silencieuse et incandescente. Les rues familières de ma ville natale avaient l'air étrangères, comme un décor pour un film dont je ne faisais plus partie. Ma petite Toyota 2008 délabrée me semblait une blague, un symbole roulant du mensonge que j'avais vécu. Chaque nid de poule était un rappel des réparations que j'avais reportées. Chaque grincement des freins un témoignage de l'argent que je n'avais jamais eu. Mon argent. Je me suis garé dans l'allée de la maison de mes parents, une grande maison construite sur mesure dans le quartier le plus riche de la ville, une maison que je voyais maintenant non pas comme une maison mais comme une scène de crime financée par mon avenir volé. Elle était vide, bien sûr. Ils étaient toujours sur leur plage privée, sirotant des cocktails achetés avec mon héritage. Je suis entré. L'air était immobile et calme, sentant légèrement les bougies parfumées chères de ma mère. Sur l'acajou poli de la table de la salle à manger, assis exactement où je les avais laissés, se trouvaient les 2 cadeaux soigneusement emballés. Le livre en première édition pour mon père, le magnifique stylo plume pour ma mère. Des cadeaux de remerciement. L'ironie était si amère qu'elle me retournait l'estomac. J'avais envie de les briser, de les mettre en pièces, mais je ne l'ai pas fait. Je les ai laissés là comme un témoignage silencieux de l'idiot que j'avais été. Je me suis effondré sur le canapé moelleux couleur crème du salon, mon esprit une tempête chaotique de chiffres et de trahisons. Comment ont-ils pu faire ça? Ce n'était pas seulement le vol. C'était l'intimité de la tromperie. Combien de fois ma mère m'avait-elle serré dans ses bras, sa voix pleine de fausse sympathie, et avait-elle dit, « Je sais que c'est dur, chérie, mais tu apprends des leçons si précieuses. » Combien de fois mon père m'avait-il regardé dans les yeux et m'avait-il fait la leçon sur l'importance de l'intégrité et du travail acharné, tout en sachant qu'il vidait mon fonds de fiducie? J'ai sorti mon téléphone, mon pouce faisant défiler engourdi les médias sociaux. Je cherchais quelque chose. Je ne savais pas quoi. Plus de preuves de leurs mensonges. Peut-être un moyen de rendre la trahison plus réelle. Et puis je l'ai trouvé. C'était pire que le flux en direct. Tellement pire. C'était une vidéo postée par la petite amie de Marc, Tiffany, il y a à peine 1 heure. La caméra était tremblante, remplie de ces cris excités qui me tapaient sur les nerfs à vif. « Oh mon Dieu, chérie. Il est vraiment à toi? Sérieusement ?» La caméra a pivoté pour montrer mon frère Marc, appuyé nonchalamment contre une Porsche 911 argentée étincelante. Ce n'était pas juste une nouvelle voiture. C'était une déclaration de statut à 80 000 $. Un doigt d'honneur à mon existence entière. Il avait ce sourire facile et confiant sur son visage, celui qu'il portait toujours, celui qui disait que le monde lui appartenait et qu'il méritait chaque parcelle. Joyeuse remise de diplôme à moi, dit-il, balançant les clés avec le logo emblématique de Porsche devant la caméra. Mes parents sont les meilleurs. Ils ont dit que ma grande promotion dans l'entreprise méritait une vraie récompense. Promotion. Un autre mensonge superposé à tous les autres. Marc avait un emploi de débutant dans une entreprise de marketing de niveau intermédiaire. Il n'avait pas de promotion. Il dépensait mon argent de remise de diplôme. 80 000 $. Cette seule voiture, un jouet pour mon frère, représentait près d'un quart de mon héritage volé. C'est à ce moment-là que la douleur est morte. La tristesse ne s'est pas seulement aigrie. Elle s'est figée et s'est brisée en 1 million de morceaux tranchants et en colère. Ce n'était plus un crime passif. C'était un vol actif et triomphant. Ils n'avaient pas seulement pris l'argent. Ils l'avaient converti en un monument de leur préférence pour lui par rapport à moi. Je me suis levé, les poings serrés. J'ai recomposé le numéro de Papy Henri. Il a répondu à la première sonnerie comme s'il attendait. Papy, ai-je dit, et ma voix était différente maintenant. Le tremblement avait disparu. La tristesse avait disparu.
Tout ce qui restait était un calme froid et plat qui me faisait même peur. C'est pire que nous ne le pensions. Qu'est-ce que c'est, Jason? Sa voix était stable, prête. Ils ont acheté une Porsche à Marc, une Porsche flambant neuve à 80 000 $. Il a posté une vidéo il y a 1 heure, se vantant de ça. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Je pouvais pratiquement entendre les rouages tourner dans son esprit juridique, les barillet d'un coffre-fort complexe s'enclencher. Quand il a parlé, sa voix était la plus calme que je l'ai jamais entendue. C'était la voix d'un homme qui avait vu l'ennemi, calculé les probabilités et se préparait à une guerre très spécifique, très précise. Ce n'est pas seulement une preuve, Jason, dit-il doucement. C'est une confession signée. Ils sont arrogants. Ils sont négligents. Ils pensent être intouchables. Et c'est exactement comme ça que nous allons les faire tomber. Qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé, arpentant le salon comme un animal en cage. Est-ce que je les confronte? Est-ce que je leur envoie la vidéo? Est-ce que j'appelle la police et je déclare la voiture volée? Non, dit-il fermement, sa voix coupant court à mes pensées chaotiques. Tu ne fais rien. Absolument rien. Tu ne les appelles pas. Tu ne leur envoies pas de texto. Tu ne réponds pas s'ils te contactent. À partir de maintenant, pour eux, tu es un fantôme. Un fantôme en colère, vengeur, mais un fantôme néanmoins. Laisse-les profiter de leurs vacances. Laisse-les poster leurs photos. Laisse-les se sentir en sécurité dans leur petit royaume de mensonges. Chaque photo suffisante qu'ils postent est un autre clou dans leur propre cercueil. Et toi, ai-je demandé, mon arpentage ralentissant alors que sa stratégie commençait à prendre forme dans mon esprit. Moi. Il a gloussé, un son sec, sans humour. Je sors de ma retraite. J'ai passé 40 ans en tant qu'avocat à traiter avec des requins d'entreprise, des escrocs sophistiqués et des détourneurs de fonds. Je n'aurais jamais pensé devoir utiliser ces compétences sur ma propre famille, mais nous y sommes. Ce n'est plus une querelle familiale, Jason. Nous n'allons pas crier. Nous n'allons pas avoir de confrontation dramatique et larmoyante. C'est ce qu'ils attendent. C'est une bataille que nous perdrions. Ils te manipuleraient, te traiteraient d'ingrat et te retourneraient tout contre toi. Il avait raison. Je pouvais déjà entendre la défense larmoyante de ma mère, l'indignation tonitruante de mon père. Non, continua papy. Nous allons lancer une opération juridique discrète et méthodique. La colère bruyante est un feu d'artifice. C'est brillant. C'est bruyant. Et puis c'est fini. La justice froide et calculée? C'est un glacier. C'est lent. C'est silencieux. C'est imparable. Et cela broie des montagnes entières en poussière. Nous allons monter un dossier si solide, si irréfutable qu'ils n'auront d'autre choix que de se rendre. Ces mots étaient une bouée de sauvetage. Ils ont donné une structure, un but, à ma rage. D'accord, papy, dis-je, ma voix stable pour la première fois depuis ce matin. J'ai regardé les clés de la Porsche pendre à l'écran de mon téléphone. Dis-moi le plan. Le plan est simple, répondit-il. Premièrement, je rassemble les munitions, tous les relevés bancaires, toutes les confirmations de virement, toutes les lettres que j'ai jamais envoyées avec des instructions pour ta fiducie. Je vais construire une forteresse de papier. Deuxièmement, nous identifions leur plus grande vulnérabilité. Et troisièmement, il fit une pause, laissant le poids de ses prochains mots s'imprégner. Nous ne demandons pas seulement le remboursement de l'argent. Nous reprenons ton pouvoir, ton nom et ton avenir. Nous allons démanteler le monde qu'ils ont construit avec ton argent, pièce par pièce. J'ai raccroché le téléphone. J'ai traversé la maison silencieuse. Un étranger dans l'endroit où j'ai grandi. Je suis allé dans mon ancienne chambre, une chambre qui avait encore mes trophées de débat du lycée sur l'étagère. J'ai fait un seul sac avec les quelques choses qui comptaient, et je suis sorti de cette maison sans me retourner. La guerre avait commencé. Les 3 semaines suivantes ont été un cours magistral de patience et de stratégie. J'ai emménagé dans la chambre d'amis de Papy Henry, un espace calme, bordé de livres, qui ressemblait plus à un sanctuaire qu'à une maison temporaire. Les murs étaient couverts de cartes encadrées et de photos de ses voyages, un témoignage d'une vie vécue délibérément. C'était l'antithèse de la maison de mes parents, qui était décorée pour être vue. Comme il l'avait ordonné, je suis devenu complètement invisible. J'ai bloqué mes parents, Marc et tante Carole sur mon téléphone et sur tous les médias sociaux. Pour eux,
j'avais simplement disparu de la surface de la Terre. J'imaginais leur éventuel retour de vacances, leur légère contrariété se transformant en confusion, peut-être même une lueur d'inquiétude. Cela me donnait une satisfaction sombre. Papy, d'autre part, était un tourbillon d'activité calme et concentrée. Son bureau, normalement un lieu de lecture et de contemplation silencieuse, a été transformé en salle de guerre. Le grand bureau en acajou, habituellement dégagé à l'exception d'une seule lampe et d'un livre, était bientôt recouvert de piles ordonnées de documents sécurisés par des élastiques. Des relevés bancaires remontant à 4 ans, des confirmations de virements, des copies de l'accord de fiducie original qu'il avait rédigé il y a plus de 2 décennies, dont les pages étaient jaunies par le temps. Il a utilisé une règle et un surligneur jaune, marquant chaque élément de ligne pertinent. Les mots héritage, fonds pour les études, devoirs fiduciaires et confiés pour Jason Carter sont devenus un refrain répétitif et accablant à l'encre jaune. Mais le regarder travailler ne me suffisait pas. Ma colère, autrefois un feu rugissant, s'était refroidie en un moteur bourdonnant et concentré. Il avait besoin d'un exutoire, d'un but. Je ne pouvais pas me contenter d'être la victime qui attendait d'être sauvée. Je devais être un soldat dans ma propre armée. Quelle est leur plus grande vulnérabilité? Je lui ai demandé un soir alors qu'il étudiait une feuille de calcul. Il leva les yeux, ses lunettes perchées sur le bout de son nez. C'est toujours la même chose avec les hommes comme ton père, dit-il. Ce n'est pas l'argent, c'est la réputation. Robert s'est construit une image d'homme intouchable, astucieux, mais honnête, pilier du monde des affaires. L'ensemble de son modèle commercial repose sur la confiance et les poignées de main avec des personnes puissantes. Si cette confiance est rompue, tout le château de cartes s'écroule. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai passé mes journées à la bibliothèque publique, à utiliser leurs ordinateurs pour creuser dans l'empire commercial de mon père. J'ai appris les noms de ses partenaires, la structure de ses SARL et l'état de ses projets en cours. Son plus grand partenaire de loin était un homme nommé David Davis, un investisseur pointu et à l'ancienne avec une réputation légendaire d'intégrité. J'ai lu des articles à son sujet. Il s'est fait tout seul, il valorisait la loyauté et avait une politique de tolérance zéro pour les transactions louches. J'ai découvert que lui et mon père étaient dans les dernières étapes de la conclusion d'un énorme accord de 50 millions de dollars, un développement de complexe de luxe qui serait le joyau de la couronne de la carrière de mon père. C'était ça. C'était la jugulaire. Un après-midi, j'étais dans le bureau en train de croiser une liste des partenaires commerciaux de mon père avec les registres publics des dons politiques lorsque Papy est entré. Il tenait une seule feuille de papier, et sur son visage se lisait un air de triomphe sombre. « Nous avons notre première percée, dit-il. J'ai utilisé les ressources de mon ancien cabinet d'avocats pour programmer une déposition formelle avec leur conseiller financier, Frank Miller. Il peut essayer de faire obstruction, mais il est légalement tenu d'être présent. Va-t-il parler, ai-je demandé, mon cœur battant plus vite. Il est payé par mon père depuis 15 ans. Il parlera, dit Papy, ses yeux brillants. Parce qu'un homme comme Frank Miller a plus peur d'aller en prison que de ton père. Et je vais lui faire comprendre très clairement que ce sont ses 2 seules options. La réunion, ou déposition comme Papy l'appelait légalement, a eu lieu 2 jours plus tard dans une salle de conférence stérile et impersonnelle d'un cabinet d'avocats neutre du centre-ville. Une sténographe était présente, ses doigts prêts sur sa sténotype, prête à créer une transcription assermentée. Frank Miller était un petit homme nerveux dans un costume mal ajusté. Il n'arrêtait pas d'essuyer ses paumes moites sur son pantalon et ne nous regardait pas dans les yeux. Papy commença, sa voix calme, professionnelle et totalement désarmante. Frank, merci d'être venu. Nous ne sommes pas là pour causer des ennuis. Nous sommes simplement là, officiellement, pour clarifier une potentielle divergence comptable. Il fit glisser un document épais et relié sur la table polie. Il s'agit d'un relevé complet de tous les transferts de mes comptes personnels vers la fiducie de la famille Carter, en particulier vers le sous-compte désigné pour Jason Carter. Comme vous pouvez le voir, cela représente un total de 290 000 $ sur 4 ans. Jason est assis juste ici. Il a, officiellement, déclaré qu'il n'avait reçu aucun de ces fonds. Pouvez-vous, en tant que conseiller financier qui a géré ses comptes, expliquer cette divergence? Frank balbutia, ses yeux oscillant entre Papy et moi. Je ne fais que suivre les instructions de Robert. C'est le fiduciaire. Je ne suis pas responsable de la façon dont il alloue les fonds. Je comprends cela, dit Papy, se penchant en avant, sa voix se durcissant légèrement. Mais vous n'êtes pas seulement un comptable, Frank.
En tant que conseiller financier agréé, vous avez un devoir fiduciaire, une responsabilité légale et éthique d'agir dans le meilleur intérêt du bénéficiaire. Lorsqu'un client, un fiduciaire, vous demande de faire quelque chose qui est potentiellement frauduleux, comme, par exemple, détourner des fonds du compte d'un bénéficiaire vers celui d'un autre sans documentation, vous avez l'obligation de le remettre en question, de documenter vos préoccupations, de déposer une objection formelle. Avez-vous fait l'une de ces choses, Franck? Franck pâlit, la couleur s'échappant de son visage. Robert, il a dit que ce n'était qu'une affaire de famille, une façon de gérer plus efficacement les finances du garçon. Il a dit que tout était temporaire pendant 4 ans. J'ai demandé, prenant la parole pour la première fois. Ma voix était calme, mais elle traversait la pièce comme un couteau. Franck sursauta. Croyez-vous vraiment qu'il était efficace de gérer mes finances en donnant tout mon argent à mon frère? Avez-vous vu les papiers pour la Porsche à 80 000 $ qu'il vient d'acheter? Cela vous a-t-il semblé efficace? Le caractère direct de la question, l'utilisation de l'objet spécifique, semblèrent briser son calme. Il s'affaissa sur sa chaise, un homme vaincu. Écoutez, murmura-t-il finalement, ses yeux implorant maintenant. Je ne me sentais pas bien à ce sujet. Vraiment pas. Robert peut être très persuasif, très intimidant, et Hélène? Il s'interrompit, secouant la tête comme pour s'absoudre. Qu'en est-il d'Hélène? Papy insista doucement, comme un pêcheur donnant un peu plus de ligne à un poisson. C'est le moment que Franck choisit pour se sauver, pour jeter tout le monde sous le bus pour sauver sa propre peau. Elle était hésitante au début, dit-il, les mots jaillissant à la hâte. Maintenant, quand Robert a proposé pour la première fois de consolider les fonds par souci de simplicité, elle était inquiète. J'étais sur le haut-parleur. Elle a dit, mais Robert, la fiducie est claire. Elle est censée être séparée. Mais alors sa sœur Carole était là avec eux. Elle intervint. Franck me regarda, une lueur de quelque chose comme de la pitié dans ses yeux. Carole a dit, et je ne l'oublierai jamais. Elle a dit, oh, Hélène, ne sois pas si dramatique. Tu fais la bonne chose. Tu dois protéger l'avenir de Marc. C'est lui qui va perpétuer le nom de famille dans les affaires. Il a besoin de ce genre de soutien pour progresser dans ce monde. Puis elle a ri et a dit, Jason est le fort, l'indépendant. Il a toujours été bien tout seul. Il ira bien. Après cela, après que Carole lui ait donné cette excuse, Hélène était pleinement d'accord. Elle ne l'a plus jamais remis en question. J'ai senti une nouvelle vague de malaise m'envahir. C'était plus froid et plus profond que la colère. Tante Carole. Douce, attentionnée tante Carole qui m'envoyait toujours un billet de 10 $ dans une carte d'anniversaire. Elle n'était pas seulement une spectatrice. Elle n'était pas un catalyseur. Elle était l'architecte de la trahison. Elle avait fourni la justification morale tordue, le poison qui permettait à ma mère de voler son propre fils et de dormir la nuit. Papy hocha lentement la tête, le visage illisible. Merci, Franck. Votre coopération a été notée dans la transcription officielle. Il fit glisser un affidavit préécrit sur la table. Cela résume notre conversation. Signez-le, et vous serez inscrit comme témoin pour la poursuite. Refusez, et vous serez inscrit comme co-conspirateur. Le choix vous appartient. Franck attrapa le stylo et le signa sans même le lire. Alors que nous sortions du cabinet d'avocat dans le soleil éclatant de l'après-midi, je ne ressentais aucun triomphe, juste une clarté sombre et glaçante. L'ennemi n'était pas seulement l'avidité de mes parents. C'était une conspiration silencieuse et insidieuse née de la jalousie et d'une définition tordue de l'amour, murmurée au téléphone par ma propre tante. Maintenant, nous les tenons, dit papy, tapotant le dossier contenant l'affidavit assermenté. Et maintenant, nous préparons le terrain pour l'acte final. L'acte final arriva non pas avec un fracas dramatique, mais avec le bruissement silencieux et officiel de l'enveloppe d'un coursier juridique. Papy Henri, maître de la guerre psychologique, n'a pas appelé ni envoyé de texto. Il a fait livrer une lettre officielle à mon père dans son bureau d'entreprise étincelant par un huissier. J'ai vu le brouillon. C'était un chef-d'œuvre de menaces discrètes, chaque mot choisi pour un impact maximal. Il disait, Robert, cette lettre sert de demande formelle et non négociable pour une réunion de famille immédiate afin de discuter des graves irrégularités financières et fiduciaires dans votre administration de la fiducie familiale Carter, en particulier concernant les fonds désignés pour le bénéficiaire, Jason Carter. Cette réunion aura lieu à votre résidence ce samedi à 19 h.
Veuillez vous assurer que toutes les parties concernées, y compris Helen Carter, Mark Carter et Carol Price, sont présentes. Le non-respect de cette obligation entraînera l'escalade immédiate de cette affaire au bureau du procureur du district pour des accusations de fraude et de détournement de fonds criminels. C'était une convocation, pas une invitation. Cela ne laissait à mon père aucune marge de manœuvre, aucun espace pour mentir ou esquiver. Refuser serait un aveu de culpabilité immédiat. Il était acculé, et papy savait exactement comment un homme comme mon père réagirait à être acculé, il essaierait de projeter du pouvoir. Sa réponse était prévisible, une démonstration parfaite de son arrogance époustouflante. Il a appelé le téléphone portable personnel de papy Henry dans l'heure. Sa voix, papy m'a dit plus tard, dégoulinait d'une fausse bonhomie chaleureuse. Henry, j'ai reçu votre lettre. Un peu dramatique, vous ne trouvez pas, avec tout ce jargon juridique? Bien sûr, nous pouvons discuter. C'est un simple malentendu. En fait, pourquoi ne viendriez-vous pas, Jason et vous, dîner samedi? Nous prendrons un bon repas. J'ai invité David Davis et sa femme, Clara, à se joindre à nous. Nous passerons une agréable soirée, puis vous et moi pourrons entrer dans mon bureau et éclaircir cette petite erreur de feuille de calcul après. C'était une manœuvre de pouvoir audacieuse. Il utilisait son partenaire commercial le plus important, le puissant et respecté David Davis, comme bouclier humain. Il créait une forteresse sociale, supposant que nous n'oserions pas faire de scène devant un invité aussi important. Il pensait que cela nous intimiderait, nous forcerait à reculer et à accepter sa version privée et contrôlée des événements. C'était la plus grosse erreur de sa vie. Il venait d'inviter personnellement le témoin vedette de sa propre exécution publique. Samedi soir arriva, lourd d'une tension tacite. J'ai mis un simple costume sombre que j'avais acheté dans un magasin à rabais. En me regardant dans le miroir, je n'ai pas vu l'enfant au cœur brisé qui s'était tenu seul sur le terrain de la remise des diplômes. J'ai vu un homme. Mon expression était calme. Mes yeux étaient concentrés. J'étais prêt. Nous avons remonté le chemin de pierre vers la maison de mes parents à 19h pile. La porte s'ouvrit avant que nous puissions sonner. Ma mère, Hélène, se tenait là, élégante dans une robe de soie, le visage masqué d'une hospitalité forcée. Mon père se tenait derrière elle, un large sourire faux plaqué sur son visage. Henry, Jason, heureux que vous ayez pu venir, mon père tonna, tapant papy sur l'épaule dans une démonstration de camaraderie qui me donnait la chair de poule. Il me jeta un coup d'œil, les yeux froids. Content de voir que tu ne te caches plus, mon fils. La scène à l'intérieur était celle d'un bonheur domestique soigneusement orchestré. Du jazz doux joué depuis des haut-parleurs invisibles. Le parfum de romarin rôti embaumait l'air. Tante Carole était là, bien sûr, s'affairant autour des arrangements floraux, le visage d'une innocence. Marc se tenait maladroitement près de l'énorme cheminée en pierre, sirotant un bourbon et refusant de croiser mon regard. Et puis il y avait le centre de la stratégie de mon père, David Davis et son élégante épouse, Clara. Monsieur Davis était un homme distingué avec une chevelure argentée abondante et des yeux bleus perçants et intelligents qui semblaient ne rien manquer. Il serra chaleureusement la main de papy et fermement ma main, son regard s'attardant sur moi un moment plus longtemps que nécessaire. Le dîner fut un exercice d'hypocrisie magistrale. La conversation était un champ de mines de petites conversations et d'insultes voilées. Ma mère n'arrêtait pas d'essayer de raconter des anecdotes amusantes de leur merveilleux voyage. Tante Carole n'arrêtait pas d'intervenir, louant l'incroyable nouvelle promotion professionnelle de marquer à quel point il était un vrai fonceur, tout comme son père. Pendant tout ce temps, je suis resté presque complètement silencieux. J'ai mangé ma nourriture, j'ai écouté, et chaque fois que mon père me lançait un regard provocateur, je croisais son regard avec un regard calme et stable. Je pouvais sentir sa frustration grandir. Il voulait que je sois renfrogné, que je sois en colère, que je fasse une scène et que je me montre le fils instable et ingrat comme il m'avait probablement décrit. J'ai refusé de lui donner cette satisfaction. Mon silence était mon arme. Cela les mettait tous profondément, profondément mal à l'aise. Finalement, les assiettes à dessert furent débarrassées. Mon père se pencha en arrière sur sa chaise, l'image d'un patriarche bienveillant en plein contrôle de son domaine. Eh bien, dit-il avec un soupir théâtral. Maintenant que nous avons pris un bon repas, Henry, peut-être que vous et moi pouvons entrer dans mon bureau et régler vos petits soucis financiers. Ce n'est pas nécessaire, Robert, dit papy. Sa voix était calme, mais elle avait un nouveau tranchant, une résonance qui coupait le cliquetis des tasses à café et faisait taire tout le monde à la table.
Il posa sa vieille mallette en cuir usé sur la table et l'ouvrit. Les clics doux des loquets ressemblaient à des coups de feu dans la pièce soudainement silencieuse. Tout peut et doit être discuté ici. Le sourire de mon père faiblit. Ses yeux se dirigèrent nerveusement vers Monsieur Davis. Henry, je ne pense vraiment pas que ce soit le moment ou l'endroit. Au contraire, interrompit Papy doucement, ses yeux balayant la table. Je pense que c'est le moment idéal et l'endroit idéal. Les affaires et la famille sont si souvent liées. Après tout, il regarda directement David Davis en disant cela. Il sortit l'épais dossier relié de notre déposition et le posa sur la table. Ceci, commença-t-il, sa voix claire et précise, est une copie de votre accord fiduciaire pour la fiducie familiale Carter. Et ceci, dit-il, posant document après document dans une rangée ordonnée et accablante, sont les relevés bancaires montrant des transferts mensuels de $5 000 pendant 48 mois consécutifs, désignés spécifiquement pour le fonds pour les études de Jason Carter. Le visage de ma mère devint blanc comme un drap. La main de tante Carole vola à sa bouche. Marc fixa les papiers, le visage masqué d'une horreur naissante. Et ceci, continua Papy, sa voix comme de la glace, est la confirmation d'un virement de $50 000, un cadeau de remise de diplôme, également désigné pour Jason. Il fit une pause, laissant le silence s'étirer, épais et suffocant. Cela représente un total de $340 000. Jason, comme vous le savez, n'en a pas vu la moindre trace. Robert finit par exploser, son visage prenant une teinte rouge marbrée et dangereuse. C'est un scandale. C'est une affaire de famille privée. Comment osez-vous soulever cela devant nos invités? Cela a cessé d'être une affaire privée, Robert, dit Papy froidement, au moment où vous avez commis un crime. Et cela a cessé d'être une affaire de famille au moment où vous avez impliqué votre conseiller financier, qui a fourni un affidavit assermenté détaillant vos instructions pour détourner les fonds. Il tapota le dossier. Tout est ici. David Davis resta parfaitement immobile, comme une statue. Ses yeux bleus perçants passèrent des papiers sur la table au visage déformé de mon père et finalement à moi. Il n'avait pas dit un mot, mais sa présence silencieuse et analytique était un jugement plus puissant que n'importe quelle explosion. Sa femme, Clara, posa une main apaisante sur son bras, son expression étant une expression de choc et de dégoût silencieux. Mon père, sa défense juridique anéantie, se tourna vers moi en dernier recours. C'était tout ce qui lui restait. Et toi, grogna-t-il, pointant un doigt tremblant, courant vers ton grand-père comme un petit lâche. Après tout ce que nous avons fait pour toi, nous t'avons donné un foyer. Nous avons payé pour ta vie. Je le regardais, et les derniers vestiges de peur et de blessure à l'intérieur de moi finirent par se dissoudre. Tout ce que je ressentais était une profonde tristesse lasse pour ce petit homme pathétique. Fais pour moi, ai-je demandé, ma voix claire et stable, portant à travers la table silencieuse. Tout ce que j'ai jamais voulu, c'est que tu te présentes. C'est tout. Je me fichais de l'argent. J'aurais été heureux d'un coup de téléphone le jour de ma remise de diplôme. J'aurais été heureux si tu avais juste été là, assis sur l'une de ces chaises vides. Je me suis levé, ma propre chaise raclant le sol, mes yeux fixés sur les siens. Mais vous n'étiez pas seulement absents. Vous étiez des voleurs. Vous m'avez souri au visage et m'avez donné des leçons sur la responsabilité pendant que vous voliez mon avenir. J'ai tourné mon regard vers mon frère, qui avait l'air sur le point d'être malade. Cette Porsche dont tu es si fier? Cette voiture dont tu t'es vanté sur tout Internet? Tu conduis mon cadeau de remise de diplôme. Tu conduis 4 années de mon dur labeur. La couleur s'échappa du visage de Marc. Il regarda de moi aux clés de voiture brillantes posées sur le comptoir de la cuisine à nos parents. Toute la réalité dorée de sa vie s'effondrait autour de lui en temps réel. Ma mère commença à pleurer. Un faible gémissement qui n'inspirait aucune sympathie. Nous essayons seulement d'aider Marc à prendre un bon départ. Nous allions te rembourser. Nous avons toujours eu l'intention de me rembourser. J'ai ri un rire court, dur, sans humour. Tu m'as menti toute ma vie. Les mensonges, tous ces mensonges, s'arrêtent ce soir. C'est à ce moment-là que David Davis a finalement bougé. Il a plié soigneusement, délibérément sa serviette en tissu et l'a posée sur la table à côté de son assiette. Il s'est levé. Il n'a pas regardé mon père. Il a regardé grand-père Henry, puis moi, et a fait un lent et délibéré signe de tête en signe de respect. Merci pour le dîner, Hélène, dit-il à ma mère, sa voix polie mais glacialement distante. Clara, je crois qu'il est temps pour nous de partir.
Lui et sa femme sont sortis de la salle à manger sans un regard en arrière. Le doux, dernier clic de la porte d'entrée se refermant derrière eux était le son de la fin du monde de mon père. Il n'avait pas seulement perdu un accord. Il avait perdu sa réputation, son pouvoir et son bouclier, tout cela devant sa propre famille. Il était exposé, et il était complètement, totalement seul. Le départ de David Davis a aspiré tout l'air et la vie de la pièce. C'était comme si une poutre de soutien vital avait été retirée, et toute la structure de la vie de ma famille gémissait, sur le point de s'effondrer. Le silence qui a suivi était lourd, suffocant, seulement brisé par les sanglots pathétiques et saccadés de ma mère. Mon père était figé, son visage un masque d'incrédulité et de fureur incandescente. La bravade, l'arrogance, le contrôle patriarcal, tout avait été balayé, laissant derrière lui un homme désespéré, acculé que je reconnaissais à peine. Il s'est finalement tourné vers grand-père Henri, sa voix un sifflement bas et tremblant. « Tu m'as ruiné. Tu as détruit mon entreprise. Tu as fait ça à ta propre famille. » « Non, Robert, » répondit grand-père calmement et méthodiquement, en rangeant ses documents dans sa mallette. Il ferma les fermoirs avec un bruit définitif. « Tu as fait ça. Tu as fait une série de choix, des centaines de choix, sur 4 ans. Maintenant, tu en affrontes les conséquences. Ce n'est plus un drame familial. C'est une procédure légale. Mon avocat, pas moi, contactera ton avocat lundi matin pour organiser le remboursement complet et immédiat des 340 000 $ plus 4 ans d'intérêts courus. Si tu refuses ou retardes de quelque manière que ce soit, nous procéderons au dépôt des accusations criminelles que nous avons préparées auprès du bureau du procureur de district. Les accusations sont fraude, détournement criminel et détournement de fonds fiduciaires. Les mots « accusation criminelle » flottaient dans l'air comme une condamnation à mort. Mon père, un homme qui avait bâti sa vie sur les fondations de sa réputation publique et de son statut social, a tressailli comme s'il avait été frappé physiquement. La pensée de son nom dans un rapport de police, d'une photo d'identité judiciaire, de ses amis soigneusement sélectionnés lisant son arrestation dans le journal local, c'était clairement une horreur qui dépassait sa compréhension. Mais la confrontation la plus importante, celle qui signalait véritablement la fin de notre famille telle qu'elle était, restait à venir. Marc, qui était resté silencieux et livide pendant tout l'échange, a finalement trouvé sa voie. Il s'est écarté de la cheminée et s'est dirigé vers nos parents. Son expression était un mélange brut et chaotique de blessures, de dégoût et de prise de conscience naissante. « Une Porsche » murmura-t-il, sa voix se brisant sous l'émotion. « Vous m'avez dit que c'était une récompense pour ma promotion. Vous m'avez fait appeler grand-père et lui parler de ma promotion. Il n'y avait pas de promotion, n'est-ce pas? Tout était un mensonge. Marc, chéri, nous l'avons fait pour toi, plaida ma mère, tendant la main vers la sienne. Elle avait besoin d'un allié, et elle essayait désespérément de récupérer son enfant chéri. Nous avons toujours voulu que tu aies le meilleur de tout. Il retira sa main comme si son contact l'avait brûlé. Pour moi, dit-il, sa voix s'élevant, gagnant une force que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Vous m'avez fait ça. Vous avez fait de moi une partie de votre mensonge. Vous avez fait de moi votre complice souriant et ignorant. Chaque fois que j'ai conduit cette voiture, chaque fois que j'ai accepté un cadeau coûteux, chaque fois que je me suis vanté auprès de mes amis, je dépensais l'argent de mon frère. Vous ne lui avez pas seulement volé. Vous m'avez transformé en voleur. Vous m'avez fait passer pour un monstre. Il s'est tourné vers moi alors, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas vu mon rival ou le préféré de mes parents. J'ai vu mon frère, mon jumeau, et ses yeux étaient remplis d'un remords véritable et déchirant qui était plus puissant que n'importe quelle excuse. « Comment avez-vous pu » demanda-t-il à nos parents, sa voix se brisant sur le dernier mot. « C'est votre fils. C'est mon frère. » Sans un autre mot, il entra dans la cuisine, attrapa les clés de la Porsche sur le comptoir en marbre et se dirigea vers la porte d'entrée. Il ne la claqua pas. Il la referma doucement derrière lui, un son d'une finalité si délibérée qu'il était plus dévastateur que n'importe quelle explosion de colère n'aurait jamais pu l'être. La famille parfaite était irrévocablement, indéniablement brisée. Les jours qui ont suivi ont été un flou d'activités juridiques froides et efficaces. Mon père, dépouillé de toute sa bravade, a engagé un avocat de premier plan, et sans doute incroyablement cher. Mais il n'y a pas eu de combat. Les preuves, la déclaration sous serment de Frank Miller, la traçabilité impeccable, l'ostentation publique de la Porsche était trop accablante. La menace d'accusation criminelle publique,
couplé à la menace silencieuse et mortelle de ma mère de demander le divorce pour se protéger des retombées juridiques, a suffi. Ma mère, complètement brisée et conseillée par son propre avocat nouvellement embauché, a accepté tout ce qui était nécessaire pour éviter un spectacle public. La première victime de leur capitulation a été la Porsche. Marc l'a conduite dans une concession le lendemain et a remis les clés à un gestionnaire de consignation. L'argent de sa vente a été immédiatement transféré sur un compte séquestre géré par les avocats. La suivante était la maison de vacances de luxe en Floride, celle où ils avaient si joyeusement diffusé en direct leur trahison. Elle a été mise sur le marché et vendue en 2 semaines à un acheteur au comptant, probablement à un prix inférieur à sa valeur. Les retombées sociales ont été tout aussi rapides et brutales. La nouvelle du retrait de David Davis de l'énorme projet de complexe hôtelier s'est répandue comme une traînée de poudre dans le milieu des affaires de la ville. Bien que les détails spécifiques de la confrontation de notre famille soient restés privés, les rumeurs étaient suffisamment accablantes. Robert Carter, autrefois un pilier de la communauté, est devenu un paria du jour au lendemain. Les partenaires commerciaux de longue date ont annulé les réunions. Les amis de toujours ont cessé de répondre à ses appels. Lui et ma mère ont été sans ménagement des invités des conseils d'administration d'organismes de bienfaisance auxquels ils avaient si fièrement participé. Ils ont été ostracisés, leur monde d'influence et d'admiration soigneusement construit s'effondrant en poussière. Une semaine après la confrontation, Marc s'est présenté chez grand-père Henri. Il n'a pas demandé à me voir. Il a demandé à voir grand-père. J'ai regardé du haut des escaliers alors qu'il était assis dans le bureau, la tête entre les mains, l'air perdu et jeune. Il n'était pas là pour défendre ses parents. Il était là pour essayer de comprendre les débris de sa propre vie. Il a parlé à grand-père pendant plus d'1 heure, et quand il est parti, il avait l'air moins en colère mais plus le cœur brisé que jamais. Un soir, environ 1 mois après ce terrible dîner, je suis passé devant leur maison en rentrant de la bibliothèque. L'adresse prestigieuse n'avait plus aucun pouvoir. Un grand panneau à vendre était planté dans la pelouse parfaitement entretenue à un symbole public frappant de leur chute. Je pouvais les voir à travers la grande baille vitrée, assis dans le salon faiblement éclairé. Ils ne parlaient pas. Ce n'étaient que 2 silhouettes silencieuses et isolées dans une maison qui n'était plus un foyer, entourée des débris de leur propre choix. Il n'y avait aucune satisfaction dans cette vision. Il n'y avait aucune joie dans leur ruine. Il n'y avait qu'un profond sentiment de gaspillage. Ils avaient troqué l'amour de leur fils, l'unité de leur famille et leur propre intégrité contre l'argent et le statut, et au final, ils avaient tout perdu. Une année peut tout changer. C'est un cliché parce que c'est vrai. La fureur incandescente et le sentiment amer de trahison qui m'avaient animé pendant des semaines après la confrontation ont lentement fait place à autre chose, quelque chose de plus calme et de plus constructif, une page blanche. L'argent, lorsqu'il a finalement été remboursé en totalité, jusqu'au dernier centime, plus 4 ans d'intérêts composés que l'avocat de grand-père avait impitoyablement calculé, ressemblait moins à un prix de victoire qu'à un outil. C'était un capital de départ pour une nouvelle vie, une vie que je construirais selon mes propres conditions avec mes propres mains. Mon diplôme, celui que j'avais obtenu dans ce stade solitaire, était en architecture. Toute ma vie, j'ai été fasciné par la façon dont les espaces façonnent la vie des gens et comment un bâtiment bien conçu pouvait favoriser la communauté, ou un bâtiment mal conçu pouvait créer l'isolement. Alors que mon père construisait des monuments stériles de verre et d'acier à la richesse et à l'ego, je rêvais de créer quelque chose de différent, quelque chose avec du cœur, quelque chose qui comptait. J'ai utilisé une partie des fonds récupérés pour louer un petit espace de bureau au 2e étage d'un ancien bâtiment en briques du centre-ville. Ce n'était pas glamour. Les planchers craquaient et les fenêtres vibraient au vent, mais c'était le mien. J'ai accroché une simple enseigne à la fenêtre, Carter Design Group. Je n'ai pas couru après les contrats de plusieurs millions de dollars de mon père. J'ai commencé petit. J'ai soumis des propositions pour des projets que les grandes entreprises ignoraient. J'ai redessiné un centre communautaire local, transformant un espace sombre et démodé en un centre lumineux et accueillant. J'ai créé des plans innovants et peu coûteux pour un projet de logements abordables et durables pour un organisme sans but lucratif local. J'ai aidé les propriétaires de petites entreprises à petit budget à créer des espaces de vente au détail uniques et accueillants. C'était un travail éreintant. Les heures étaient longues, la rémunération irrégulière et le budget toujours serré. Mais pour la première fois de ma vie, mon travail était entièrement le mien. Il était honnête. Il était réel. Et il faisait une petite différence tangible dans ma ville. Grand-père Henri, avec ses décennies de sens des affaires, était mon conseiller officieux, mon mentor et mon plus grand supporter.
Il passait au bureau une fois par semaine avec du café et des beignets et passait en revue mes livres, offrant de sages conseils. Environ 6 mois après ce nouveau projet, la porte de mon bureau a craqué, et Marc est entré. Je ne l'avais pas vu en personne depuis qu'il était venu parler à grand-père. Il m'avait envoyé un seul, long et décousu message texte il y a quelques mois, plein de remords et de honte, que j'avais accusé réception avec un simple « je sais ». On finira par en parler. Maintenant, il était là. Il avait l'air complètement différent. La confiance facile et imméritée avait disparu, remplacée par une humble tranquillité que je ne lui avais jamais vue auparavant. Il était plus mince, et les vêtements de marque et la montre tape à accent grave-l'œil avaient disparu, remplacés par un simple jean et un simple t-shirt gris. On aurait dit qu'il ne dormait pas bien. Il n'a pas présenté d'excuses ou de platitudes. Il est juste resté là un instant, les mains dans les poches, regardant autour de mon petit bureau encombré. Il a regardé les plans épinglés au mur, les maquettes en carton-plume sur les tables, les piles de livres sur le sol. C'est vraiment génial, Jason, dit-il doucement, la voix un peu rauque. Ce que tu construis ici. Merci, répondis-je, d'une voix neutre. Je me suis adossé à ma chaise, attendant. Il prit une profonde inspiration, comme pour se donner du courage. Je suis venu ici pour te demander quelque chose, dit-il, finissant par croiser mon regard. Ses yeux étaient remplis d'une onde si profonde qu'elle était saisissante. Et je sais que je n'ai absolument aucun droit de te demander quoi que ce soit à nouveau, mais je vais quand même te le demander. Je me suis préparé, mes vieilles défenses se mettant en place. Je m'attendais à une demande d'argent, d'aide pour trouver un nouvel emploi, à une sorte d'intervention auprès de nos parents, à qui je n'avais pas parlé depuis 6 mois. Tu peux me donner un travail, demanda-t-il. La question me prit complètement au dépourvu. Je me suis contenté de le regarder fixement. Il a dû prendre mon silence pour un refus, car il a commencé à parler rapidement, bafouillant ses mots. Je ferai n'importe quoi. Sérieusement, je balayerai le sol, je ferai le café, je ferai des courses, je transporterai des fournitures. Je serai ton stagiaire gratuitement. Je m'en fiche. J'ai quitté mon emploi. J'ai quitté toute cette vie. Elle était toute construite sur un mensonge de toute façon. Je veux apprendre à construire quelque chose de réel avec mes mains. Et je veux essayer de regagner ma place. Pas ton argent, juste revenir. J'ai regardé mon frère, je l'ai vraiment regardé pour la première fois comme un homme, et non comme mon rival de toujours. L'enfant chéri et privilégié avait disparu. À sa place, il y avait quelqu'un de perdu, quelqu'un qui essayait de trouver ses marques, quelqu'un qui essayait désespérément d'expier. Le plus simple aurait été pour lui de disparaître, de commencer une nouvelle vie ailleurs. Le plus difficile était ceci, se présenter au seuil de la porte de son frère qu'il avait lésé, s'humilier complètement et proposer de travailler. Tu peux commencer lundi, dis-je, ma voix plus basse que je ne l'avais prévu. Sois là à 8 heures, et je vais te payer le salaire minimum. On coule les fondations sur le chantier de logements sociaux de Miller Park. C'est un travail dur et salissant. Il acquiesça, un regard d'immense et surprenant soulagement inondant son visage. C'était comme si j'avais soulevé un poids physique de ses épaules. Merci, Jason, murmura-t-il. Je ne te décevrai pas. Et il ne l'a pas fait. Marc est devenu le travailleur le plus acharné que j'ai eu. Il arrivait tôt. Il restait tard. Il ne se plaignait jamais. Il faisait le sale boulot, les travaux lourds, les tâches ingrates que personne d'autre ne voulait faire. Il a appris à lire des plans, à mélanger du béton, à monter une cloison. Et lentement, péniblement, au fil des mois de labeur partagé, de matins matinaux et de déjeuners tranquilles sur le haillon de mon camion, nous avons commencé à reconstruire notre relation. Nous ne parlions pas beaucoup du passé. Nous n'en avions pas besoin. Nous étions en train de construire de nouvelles fondations, non pas sur le terrain fracturé et toxique de notre enfance, mais sur le terrain solide et partagé du respect mutuel et du travail honnête. Un après-midi étouffant, des mois plus tard, nous étions assis sur une pile de bois d'œuvre sur un chantier de construction, partageant une bouteille d'eau. Tu sais, dit Marc, fixant la charpente en bois de la maison que nous étions en train de construire, je pense tout le temps à cette soirée, le dîner. Moi aussi, admis-je. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, dit-il, se tournant vers moi. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. J'étais tellement absorbé par mon propre choc, mais j'ai besoin que tu connaisses toute la vérité. Il prit une inspiration.
Quand ils étaient en voyage, je me sentais bizarre à ce sujet. Ça me semblait beaucoup trop, même pour eux. Maman semblait sur les nerfs chaque fois que je lui parlais. Je me souviens qu'elle disait qu'elle s'inquiétait pour toi, de l'image que ça donnerait. Et puis je l'ai entendu au téléphone avec tante Carole. J'étais dans la pièce d'à accent grave côté. Maman chuchotait, disant quelque chose comme « Mais Robert, la fiducie est claire. Elle est censée être distincte. Et si Jason le découvre ?» Il me regarda droit dans les yeux, les siens remplis du souvenir de la trahison. Et j'ai entendu la voix de tante Carole à l'autre bout du fil, nette et claire. Elle a dit « Oh, Hélène, ne sois pas si dramatique. Tu es une mère qui protège son fils. Tu fais ce qu'il faut. Tu dois protéger l'avenir de Marc. C'est lui qui va perpétuer le nom de la famille dans les affaires. C'est lui qui a besoin de ce genre de soutien pour réussir dans ce monde compétitif. » Et puis elle a ri, un petit rire tintant, et a dit « Jason est différent. C'est le plus fort, le plus indépendant. Il s'est toujours débrouillé tout seul. Il ira bien. C'est ce qu'il y a de mieux pour la famille. » Il secoua la tête, le dégoût se lisant sur son visage. Elle ne s'est pas contentée de leur faciliter la tâche. Elle a écrit le scénario pour eux. Elle a donné à maman la justification dont elle avait besoin pour dormir la nuit. Elle a fait croire qu'il te rendait service en te volant les yeux de la tête. Je me suis contenté d'acquiescer, absorbant le dernier détail laid. Ce n'était pas un acte de cupidité spontanée. C'était une décision calculée, rationalisée et rendue possible par les personnes les plus proches de nous. C'était une conspiration tranquille et insidieuse née de la jalousie et d'une définition tordue de l'amour. Mais en regardant mon frère, mon employé, mon ami, couvert de sueur et de sueur, je savais que cette conspiration avait finalement échoué. Ils avaient essayé de nous séparer, de construire un mur d'argent et de secrets entre nous. Mais au final, leurs actions nous avaient forcés à abattre ce mur et à construire quelque chose de mieux à sa place, quelque chose de réel. Le mois dernier, j'étais au dîner annuel de remise des prix d'architecture de la ville. Il se tenait dans une grande salle de bal d'un hôtel du centre-ville, le genre d'endroit opulent que mon père avait l'habitude de diriger comme un roi dans sa cour. Mais ce soir, j'étais là non pas en tant que fils ou invité, mais en tant que nominé. Ma petite entreprise outsider, Carter Design Group, était finaliste pour le prix de l'impact communautaire. Notre conception pour le Miller Park Community Center, le projet que les grandes entreprises avaient raillé comme étant trop petit, trop peu rentable, était reconnue, et nous avons gagné. Alors que je montais vers le podium brillamment éclairé, mon cœur battait la chamade. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas avec de la solitude ou de la crainte. C'était avec une fierté tranquille et solide. J'ai regardé la mer de visage, et à une table juste devant, j'ai vu mon équipe. Et assis avec eux se trouvait grand-père Henri, visiblement fier dans son plus beau costume, et Marc, qui applaudissait si fort que ses mains étaient floues. Il rayonnait, un sourire authentique et sans mélange de joie pour le succès de son frère. J'ai prononcé mon discours. J'ai remercié mon équipe pour son travail acharné. J'ai remercié mon mentor, mon grand-père, pour sa sagesse. Et puis j'ai regardé mon frère et j'ai dit, et je veux remercier mon frère Marc, qui m'a appris que la meilleure façon de réparer une fondation brisée est d'en construire une nouvelle ensemble. En regagnant ma place, serrant le lourd prix en verre, mon chemin m'a fait passer devant une table au fond de la salle, près de la sortie de service, et assis là seul se trouvaient mes parents. Je ne les avais pas vus en personne depuis près de 2 ans. Ils n'avaient pas été invités. Ils avaient simplement acheté des billets, espérant, je suppose, être vus, pour récupérer un fragment de leur ancienne vie. Ils avaient l'air diminués, plus petits. Le costume coûteux de mon père semblait pendre sur ses épaules, et la posture confiante que je connaissais si bien avait disparu, remplacée par un léger affaissement. Ma mère se contentait de fixer son assiette, ses bijoux semblant trop brillants, trop voyants dans la faible lumière. Nos regards se sont croisés pendant une brève seconde à travers la salle bondée. J'ai vu une lueur dans les yeux de mon père, du regret, peut-être, ou juste l'amertume de la défaite. Ma mère s'est contentée de détourner le regard, et je n'ai rien ressenti. La colère avait disparu. La haine avait disparu. La blessure était une cicatrice lointaine et effacée. Ce n'étaient que 2 personnes que j'avais l'habitude de connaître. Leurs opinions, leur approbation, leur existence même, n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. J'avais passé une grande partie de ma vie à courir après leur validation, et maintenant que j'avais enfin arrêté, j'ai réalisé que je n'en avais pas besoin du tout.
J'avais construit une vie, une carrière et un sens de moi-même qu'il ne pouvait pas toucher. La véritable célébration n'a pas eu lieu lors du dîner de remise des prix chic. C'était une heure plus tard dans une pizzeria bon marché et bruyante en bas de la rue qui restait ouverte tard. Il n'y avait que nous trois, moi, Marc et grand-père Henri. Nous étions serrés dans une banquette en vinyle rouge, le lourd prix en verre étant posé au milieu de la table à côté du shaker de parmesan. Nous rions, nous nous disputions la dernière part de pepperoni et nous parlions du prochain projet. Mon frère, à qui l'on avait autrefois remis les clés d'une Porsche, me racontait maintenant fièrement comment il avait finalement maîtrisé une technique d'assemblage à queue d'aronde difficile pour les armoires chez un client. Il allait à l'école du soir pour obtenir sa licence d'entrepreneur. Mon grand-père, qui avait autrefois financé nos vies de loin, était maintenant ici, une présence constante et ancrée, glissant un billet de 20 $ à Marc et lui disant d'emmener sa copine quelque part de bien. J'ai regardé ces deux hommes, ma vraie famille. J'avais perdu une maison construite sur des mensonges et des secrets, mais j'avais gagné quelque chose d'incassable à sa place. Mon père avait passé toute sa vie à construire un empire commercial destiné à impressionner les autres. Mais nous, à notre manière tranquille et désordonnée, nous construisions un héritage. Il n'était pas fait de verre et d'acier, mais d'honnêteté, de pardon et de la simple et puissante vérité que les fondations les plus solides sont toujours celles que l'on construit soi-même avec les personnes que l'on choisit d'appeler sa famille. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a touché d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà dû trouver de la force dans un moment de profonde trahison ou avez-vous dû reconstruire une relation que vous pensiez perdue à jamais? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.